Bonjour, pour ce nouveau numéro de IDI le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant, nous sommes à Bréhat. Nous avons réalisé cette émission au mois d'octobre, durant une période de calme, entre le festival Les Insulaires et les vacances de la Toussaint. Après l'archipel de Chausey, Bréhat est l'île habitée la plus septentrionale. Parmi les îles du Ponant, elle est la seule à faire partie du département des Côtes d'Armor. Elle appartient à un archipel d'une quarantaine d'îles et d'îlots, dont elle est l'île principale. La plupart de ces îles sont privées, comme l'île de Beniguet. La surface de Bréhat est à peine supérieure à 3 km². Elle est égale à celle de l'île de Bas. Le trajet entre la pointe de l'Arc Ouest et Bréhat dure une quinzaine de minutes. En hiver, 8 bateaux par jour la desservent. L'île dispose de 3 cales d'accès, dont l'utilisation dépend du niveau des marées. La cale de marée haute de Port-Clos, la cale de mi-marée du Grand Port et la cale de marée basse de Goavera, que l'on atteint après une dizaine de minutes de marche. Pour le fret, l'île est à la fois desservie par une barge publique et par une barge privée. Bréhat se compose de 2 parties, une île nord et une île sud, reliées par un isthme. Elle appartient à la côte de granit rose. Cette roche-mère apparaît dans le paysage sous la forme de pointements rocheux appelés crêres, qui donnent à l'île son relief accidenté. Les emplacements de la chapelle Saint-Michel et du sémaphore constituent les points culminants de l'île à une quarantaine de mètres d'altitude. On la parcourt en empruntant ses multiples chemins étroits et sinueux. On observe sur les 21 km de linéaire côtier de nombreuses cales et accès à la mer. La marée découvre de vastes estrands, principalement rocheux, et des anses au fond vaseux qui offrent de bons mouillages. L'anse de Garzido constitue la plage principale de l'île et accueille l'école de voile. Bréhat est une île sans voiture. Le taxi sert à la fois de petit train pour visiter l'île, mais aussi de taxi pour les particuliers et de ramassage scolaire. Les marchandises sont livrées par tracteur. Pour comprendre ce territoire bréhatin, Jean-Luc Lepage nous retrace les grandes étapes de son histoire. Bréhat est un archipel qui a été habité au début de la préhistoire. La première fonction que l'on peut identifier est une fonction religieuse. On est un archipel dans lequel il y a eu beaucoup de saints qui sont venus, et c'est probablement à partir de Bréhat qu'une partie de l'évangélisation de la Bretagne s'est réalisée. C'était une place maritime qui était difficilement, entre guillemets, prenable. C'est-à-dire que si vous saviez bien naviguer aux alentours de Bréhat, vous pouviez vous y réfugier avec peu de crainte de se faire attaquer fréquemment. D'où des implantations militaires, d'éléments de guet, d'éléments de signalement pour la marine tout autour. Ça a joué sur l'ouverture de l'île, parce qu'il y avait de très bons marins qui étaient originaires de Bréhat. Certains ont fait de très belles carrières jusqu'au grade d'amiral. Mais il y a aussi une activité de marine marchande, et en particulier au long cours au XIXe siècle qui est importante, avec des caporniers, avec des baleiniers. Vous avez aussi des pêcheurs pour l'activité vivrière de Bréhat qui est importante. Les gens qui restaient à Bréhat, et en particulier les femmes, cultivaient la surface de Bréhat. C'était probablement, à côté des maisons aisées, une population qui avait du mal à vivre. Il y a des artistes qui sont venus dès la fin du 19e à Bréhat. Et on voit, dès le début du XXe siècle, un ressortissant d'une vieille famille bréhatine expliquer que le vieux Bréhat n'est plus, avec des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes que les Bréhatins, et qui considèrent Bréhat désormais pas comme un élément de vie et de travail, mais comme un élément de villégiature et de plaisir. Pour compléter cette approche, les sœurs Geffroy nous ont ouvert leurs albums de famille. Le grand-père Geffroy, donc Victor Geffroy,
Premier cheval, première batteuse. Le père Geffroy, il a eu une autre batteuse. La fille Geffroy, elle a eu une moissonneuse. La mère était agricultrice. Non, le père était pêcheur. La pêche côtière, quoi. Il faisait sa pêche et il revenait et puis il participait à l'exploitation. Hein. Les moteurs, c'était lui quand même. Hein. Après quelques années à étudier puis travailler sur le continent pour 2 des sœurs Geffroy, elles ont racheté à 3 l'exploitation familiale. On avait quoi, 7 hectares pas beaucoup plus. Bah, disons qu'il y avait plein de petites fermes à cette époque-là. Donc les terres n'étaient pas libres comme maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez? Comme les parents, des pommes de terre, des légumes. On s'est tourné vers les jardins aussi. C'est-à-dire? Entretien des propriétés. De toute façon, je vous ai déjà dit, ce qui nous sauvait, c'était la location de notre maison. Ça, c'était des compléments Ah pour oui, faire fonctionner pour rester agricole. Voilà. Pour rester agricole et pour surtout pouvoir s'outiller. Globalement, on a eu la chance de faire des envieux. De faire ce qu'on avait envie. Déjà. L'histoire récente de Bréhat est marquée par le développement du secteur touristique. La vente des maisons a accompagné le départ de certaines des familles bréhatines. La population, qui a atteint son maximum en 1841 avec 1519 habitants, a peu à peu diminué jusqu'à compter aujourd'hui 400 habitants. Le nombre de logements a augmenté. Il est de 862 en 2014. On observe parallèlement une diminution progressive de la part des résidences principales en faveur des résidences secondaires et une récente augmentation de la part des logements vacants. Au sein des îles du Ponant, Bréhat a longtemps été l'île dont la part de résidences secondaires était la plus importante. Elle est aujourd'hui dépassée par Édic et l'île aux Moines. L'importance du nombre de résidences secondaires renforce l'effet de saisonnalité. Ainsi, si l'on compte environ 400 habitants à l'année, on estime à 4000 le nombre de personnes résidant sur l'île en été. La densité de population est donc multipliée par 10. Cette résidentialisation importante et ancienne induit de multiples conséquences sur la vie à l'année, au sujet desquelles nous avons interrogé le maire de l'île. On a l'image de Bréhat, d'une île très touristique, donc pleine l'été, vide l'hiver. Et finalement, j'ai appris dernièrement qu'il y avait 28 enfants à l'école. Oui, donc 28 enfants, c'est beaucoup. Nous en sommes très, très contents pour notre école. Les parents travaillent bien sûr sur l'île. Ils peuvent travailler à l'EHPAD, dans les commerces de Bréhat, bien sûr, des entreprises, mais également l'entreprise agricole. En revanche, les emplois liés à la mer, on a l'impression qu'ils sont plus rares. Il est vrai que notre économie maritime est très faible. Aujourd'hui, elle est surtout touristique, mais nous espérons pouvoir développer une activité de transformation des algues. La question du foncier, quand on discute avec les Bréhatins, elle revient souvent comme étant une limite aussi au développement. C'est une île qui est classée, premier site classé de France, mais il y a 2 aspects dans le foncier. Là, je dirais le foncier concernant l'habitation, où il est très difficile de construire ici. Notre volonté, nous, n'est ne pas d'augmenter le nombre d'habitations, mais de réhabiliter, rénover le bâtiment existant. D'autre part, nous souhaitons accueillir beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui puissent s'installer et vivre sur l'île. Dans notre plan local d'urbanisme qui est en cours de construction, nous avons calculé qu'il nous faudrait donc 20 nouveaux logements dans les 15 prochaines années. Il y a un autre problème dans le foncier, c'est le foncier agricole. La proximité avec le continent offre des aspects positifs, mais il y a aussi des gens qui travaillent finalement sur l'île mais qui ne sont pas de l'île. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas capter cette population? On évalue à peu près, oui, entre 60 et 80 personnes. Faut-il encore que ces gens veulent vivre ici? Et je me souviens d'une enquête que nous avions menée en 2010, et en interrogeant justement ces personnes. Et aucune des personnes interviewées n'a souhaité venir s'installer à l'île. Alors, le visiteur qui débarque à Bréhat est frappé par une chose, c'est qu'il n'y a pas de voiture. C'est une politique qui est menée depuis longtemps. Je pense que les véhicules automobiles doivent être réservés
à des besoins collectifs. Ces véhicules doivent être aussi réservés à des professions qui en ont une nécessité absolue. Vous avez fait le choix de ne pas adhérer à une communauté de communes. Nous ne sommes pas, et je ne suis pas opposé, bien sûr, à l'intercommunalité. En revanche, nous sommes un territoire très particulier. Une commune insulaire ne se gère pas comme une commune continentale. C'est avant tout un problème de gouvernance. L'importance du phénomène des résidences secondaires se lit également dans les paysages et l'économie ilienne. L'occupation du sol montre une urbanisation significative, notamment dans l'île Sud. Cette surface comprend de vastes jardins, dont l'entretien constitue une ressource pour l'économie. On compte 5 entreprises d'entretien de jardins, ce qui fait de ce secteur d'activité le plus important, après celui de l'hôtellerie-restauration et du bâtiment. Nous avons rencontré Yves Petitbon de la famille des agricultrices filmée au début de l'émission. Il aurait aimé poursuivre cette activité agricole, mais il a fait un autre choix. Tellement de construction de maisons, on avait peur qu'il n'y ait plus de terrain. Du coup, mes tantes m'ont dit ah non, il ne faut pas faire ça. Donc, comme je voulais rester de Sabréa, j'ai fait jardinier. J'étais à l'école de Coatanzoc à Guingamp pendant 4 ans. J'ai commencé en mai 81. Quand j'ai commencé, j'avais qu'un motoculteur, une remorque et une tondeuse Gaby. Maintenant, on a 5 tracteurs, 2-3 pelleteuses et puis 2 grosses tondeuses. J'ai 5 salariés. Je travaille sur les propriétés uniquement sur l'île et que les maisons secondaires. Hein. En principe, ça représente une centaine de clients, quoi. On travaille sur une grande surface, mais les déchets, c'est un gros problème. Nous, on a à peu près dans les 700 mètres cubes de déchets. On envoie tout chez nous. On a un trou, on met tout dedans et on fait du terreau, quoi. S'il n'y avait pas de maison secondaire, on n'aurait plus rien, quoi. Mais Bréa est propre grâce à eux aussi. Hein. Souvent, les gens qui se promènent à la journée, ils disent « Oh, c'est propre, Bréa ». Oui, mais c'est peut-être nous, mais c'est quand même le client qui nous paye, c'est eux, c'est grâce à eux. Autre activité liée au paysage et aux résidences secondaires, la pépinière de l'île entretient l'image de Bréa, l'île aux fleurs. Lorsqu'il y a eu les premières résidences secondaires, les gens arrivaient à partir du mois de mai et repartaient seulement en octobre-novembre. Donc ils entretenaient, ils faisaient des murs, ils plantaient beaucoup de fruitiers, beaucoup de fleurs et autres. Et avec le climat, tout poussait. Il y avait des fuchsias, il y avait tout un tas de fleurs que l'on ne voyait pas forcément ailleurs. L'île aux fleurs, oui, c'est hyper important parce que c'est l'image de marque de Bréa. Et on se doit de la cultiver, de continuer, quoi. Après avoir exercé différentes activités liées à l'entretien des résidences secondaires, Laurence et Charles, avec l'aide du maraîcher, ont créé la pépinière il y a 17 ans. Et lorsque on s'est rendu compte de ce qui pouvait pousser à Bréa, alors là, on a dit, mais c'est vraiment magnifique, c'est pile l'endroit où il faut faire pousser toutes les plantes du monde, quoi. Alors, les spécificités climatiques de Bréa sont pas de gel l'hiver, et pas de grosse chaleur l'été. Nous avons une collection d'agapanthes qui regroupe presque 300 taxons et une collection d'échiums qui regroupe là une vingtaine d'espèces d'échiums. Les 2 collections sont agréées, donc on est conservatoire botanique. Autour de ça, après, on a vraiment une multitude de plantes parce que dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît, on se lance dedans, on fait une collection. Si l'on retient parfois du paysage de Bréa ces murs derrière lesquels s'abritent les propriétés privées, les prairies, entretenues par les agriculteurs de l'île, en composent également un élément essentiel. Les parcelles agricoles représentaient en 2011 2% du territoire, principalement situées sur l'île Nord. On trouve sur l'île 2 troupeaux de vaches à viande, ainsi que la ferme de Kervillon, installée sur l'île Nord en maraîchage biologique. François l'a créée en 1984, grâce à l'échange de terrains familiaux. Il y a à peu près 1 hectare de légumes de plein champ, 3000 m² de pommes de terre chaque année. Et il y a 1200 m² de tunnels. Et ensuite, le reste en verger, assez jeune. Pour finir dans les productions, ce sont les algues aussi, qui sont une nouvelle production depuis 3-4 ans. Également une transformation des légumes, c'était la possibilité à ce moment-là de désaisonner un peu. Récemment, Marion et François ont fait le choix de devenir un GAEC et de s'investir dans le développement de l'agriculture bréatine.
La réflexion est peut-être partie d'une part de notre évolution vers un GAEC, donc une structure sociétaire, plutôt que d'être à mon compte et d'avoir des personnes qui m'aident. On rajoute le fait qu'au niveau municipal, le plan d'occupation des sols arrive à fin et va être modifié pour devenir un plan local d'urbanisme. Nous, on s'est dit, il y a vraiment une demande, on n'arrive plus à fournir, que ce soit la Biocoop de Paimpol, que ce soit les restaurants qui nous sollicitent maintenant, que ce soit nos clients habituels de la place du Bourg, que ce soit les gens de passage qui nous prennent au petit marché. Les gens nous demandent régulièrement, vous n'avez pas des œufs, vous n'avez pas du miel, du fromage, des produits laitiers? C'est très difficile de mettre tout le monde d'accord pour permettre l'installation agricole. C'est quand même le pari que l'on fait, de réfléchir autour de ça actuellement, d'organiser des réunions publiques pour essayer de motiver, convaincre les propriétaires qu'il faudrait qu'ils mettent à disposition leurs terres, que bien sûr ils en sont propriétaires, mais l'usage qui en est fait peut être délégué à un paysan. Après avoir questionné le paysage bréatin, nous nous sommes intéressés au commerce. En effet, sur les 72 entreprises de l'île, 7% relèvent du secteur primaire et 14% du secteur secondaire, comme l'artisanat. Le secteur tertiaire condense donc 79% des activités. On observe à Bréhat deux principaux centres d'activité. C'est le port, avec ses nombreux commerces principalement liés au tourisme, et le bourg, avec ses commerces de proximité, dont certains sont ouverts à l'année. L'un d'eux, rare pour une île de cette taille, a attiré notre attention, c'est la quincaillerie. Au départ, vous veniez à Bréhat en vacances? Absolument, moi je suis estivan et quand j'ai eu l'opportunité de m'y installer, voilà, je me suis installé il y a maintenant 22 ans. J'ai commencé avec de l'électricité plomberie et puis petit à petit j'ai développé une activité de bâtiment et très vite on s'est retrouvé à une vingtaine, 20-25 salariés en fait. Et on s'est développé dans d'autres activités. Donc le commerce, qui pour nous était important parce que c'était une activité qui était en plus en train de disparaître. J'ai toujours connu cette quincaillerie en fait et quand l'occasion s'est présentée, j'ai repris le fond et j'en ai refait une quincaillerie, c'était la quincaillerie que je connaissais depuis toujours. On a un peu mutualisé les coûts, on a fait en sorte que nos clients aient aussi un intérêt, nos clients du bâtiment aient un intérêt à venir dans notre quincaillerie, donc on a fidélisé. Il y a différents espaces qui sont dédiés à différentes activités, différents publics aussi? Absolument, alors c'est vrai que historiquement d'ailleurs, et depuis toujours, même moi dans mon enfance, j'ai connu ce magasin avec des souvenirs. La politique étant de dire, bon l'argent qu'on fait pendant la saison nous permet de rester ouvert à l'année. Mais on trouve aussi un petit peu tout le nécessaire, produits d'entretien, on trouve aussi l'électroménager, on trouve le gaz. On est le seul distributeur de gaz à Bréhat. L'électroménager parce qu'on a évidemment l'avantage de pouvoir les dépanner. Je pense qu'à partir du moment où on est insulaire, il faut pouvoir trouver un petit peu de tout sur son île. À partir du moment où il faut partir sur le continent, donc on est tous confrontés au même problème, c'est-à-dire les horaires de bateau, le peu de rotation de bateau en période hivernale et le coût aussi. Et puis on sait bien, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un ne trouve pas sur l'île la chose qui lui convient, il est obligé de traverser et à ce moment-là, il fait aussi d'autres courses. Et c'est de toute façon dommageable pour l'économie de l'île. Donc c'est à nous, commerçants, et c'est le rôle que l'on doit jouer. Il faut absolument qu'on arrive à au moins proposer une offre complète, dont ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité aussi de faire venir du continent des choses qui manquent à nos clients, de façon à être sûr et certain qu'ils restent bien sur l'île et qu'ils consomment local. Autre secteur d'activité auquel nous nous sommes intéressés, c'est l'artisanat d'art, avec l'installation récente d'un nouvel atelier de verrerie en complémentarité des verreries de Bréhat. J'ai grandi sur Bréhat en fait et les verreries de Bréhat ont ouvert quand j'avais 10 ans. Et puis après le bac, il fallait faire quelque chose, donc voilà. Pourquoi pas, donc j'ai fait un apprentissage en soufflage de verre aux verreries de Bréhat. On a commencé en Loire-Atlantique en faisant des marchés en fait, des marchés artisanaux. Et toutes les fois on est venu le faire à Bréhat, ça s'est super bien passé. Donc c'est en partie pour ça aussi voilà, qu'on est venu s'installer ici, parce qu'il y a une sensibilité peut-être plus prononcée, on va dire. Les verreries de Bréhat ont beaucoup contribué à implanter le verre dans le paysage bréhatin. Ce serait une concurrence, ce serait pas grave. Mais en tout cas, il n'y a pas de concurrence, puisque eux, tous les deux font du filage de verre, et nous, on fait du soufflage de verre.
On fait en général des choses plus importantes en volume que ce qu'ils font. Moi, je pense que s'il y avait 10 verriers sur l'île, ce serait parfait. Les artisans d'art sont des gens qui peuvent s'installer dans des endroits assez isolés éventuellement. Le tout, après, est d'avoir une clientèle qui va acheter vos produits. Mais l'artisanat d'art peut se développer évidemment dans les îles. Moi, j'y crois fortement. Il y a des personnes qui passent par ici qui seraient même, je pense, jamais rentrées dans un atelier. Enfin, si c'était pas parce que c'est à Bréa, qu'il y a les verriers de Bréa justement qu'il faut visiter. Enfin, le budget publicitaire n'existe pas dans notre entreprise et ça, c'est, enfin, de ne pas devoir aller chercher quelqu'un, que ce soit cette personne qui vienne à vous, c'est super. Ils ont le temps en fait. Et donc du coup, ils s'arrêtent nous voir. Pour leur installation, Maël et Colin ont bénéficié de multiples solidarités iliennes. C'est lui un soir qui m'a dit j'aimerais bien faire la vie à Bréa, ce serait cool. Et le lendemain, il y avait l'opportunité de la maison. Et c'est resté secret, nous l'a gardé jusqu'à ce qu'on ait, quand on ait pu terminer le business plan, avoir l'accord des banques et tout ça. Je pense qu'elle avait aussi à cœur que ça reste, que ce soit du coup habité à l'année. Ben, on a la chance en fait d'avoir à Bréa beaucoup de personnes qui sont dans des emplois qu'on peut pas vraiment, auxquels on ne peut pas vraiment accéder habituellement. Il y a des avocats, il y a des banquiers, il y a des juges. Et donc, on a eu la chance d'être aidé par 2 personnes de la municipalité. Tout le travail qu'on a fait justement de fond sur le business plan et tout ça. Enfin, maintenant, ça nous facilite aussi grandement la vie sur tout le côté gestion, la comptabilité, les choses comme ça. De pouvoir être relu par des personnes qui côtoient ça tous les jours, c'est vrai que c'est plutôt une chance aussi. On a eu vraiment beaucoup de chance. Pour faire le point sur le développement de Bréa d'aujourd'hui et de demain, nous avons posé 3 questions à chaque intervenant de l'émission. Quelle est la principale difficulté de Bréa aujourd'hui? C'est se loger, quoi. Le transport maritime, mais pas les vedettes, hein, la marchandise. C'est de se parler et d'arriver à faire des choses en commun. C'est à mon avis le logement. C'est qu'il y a plus de jeunes, personne ne peut rester sans Bréa. Quelle activité pourrait être créée? Beaucoup d'activités liées au service et beaucoup d'activités qui valorisent le patrimoine de Bréa. Pour moi, l'activité agricole. De l'aide ménagère pour tout le monde. La pêche, par exemple, on n'a plus aucun pêcheur à la côte à Bréa. Il y a l'ostréiculture, le transport maritime. Je pense l'agriculture, l'artisanat, mais également les services à la personne. D'autres verriers, éventuellement? À mi-chemin entre le tourisme et puis l'agriculture, je pense qu'il y aurait de la place pour des gens qui seraient sur une ferme pédagogique. Comment voyez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Je vois plutôt le déclin, peut-être. Bréa sera 100% touriste, il n'y aura plus de Bréatins. Le scénario catastrophe, ce serait que Bréa continue à se faire un peu vampiriser par les estivants, parce qu'il faut rappeler que les estivants ont le droit de vote, et que maintenant à Bréa, depuis longtemps, le vote n'appartient plus aux Bréatins. Et le pire, ce serait que les Bréatins ne soient plus maîtres de leur destin. Dans un scénario positif, on aura développé la population permanente et on aura maintenu les spécificités de Bréa. Si tout va bien, les politiques de Bréa commencent à réfléchir et surtout aident une nouvelle population à s'installer. Plein d'artisans qui viennent s'installer, on crée une sorte de méga pôle de l'artisanat breton. Si les municipalités où la municipalité de Bréa prend vraiment les choses en main pour faciliter l'installation des entreprises en question, je suis optimiste. Je ne vois qu'un scénario positif. On pourra, je pense, toujours habiter sereinement sur l'île. Il y aura plein de gens qui seront toujours contents de venir y habiter et qui s'y feront. Enfin, pour prendre du recul sur cette émission, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors Bréa est une île véritablement singulière par sa géographie. C'est la seule île qui possède un archipel avec une quarantaine d'îles dont un certain nombre sont habitées. Alors, ces caractéristiques la rapprochent sensiblement de l'archipel des Chausées. Elle est aussi singulière du fait de son histoire.
Une histoire marquée par un passé maritime très riche et par la présence de personnalités des arts et du spectacle qui l'ont inscrit dès la fin du XIXe siècle dans le courant des îles résidentielles à l'image de Belle-Île ou de l'île aux Moines. Elle est aussi très singulière par son évolution sociale et économique. Sur l'île, nous trouvons des Bréhatins de souche, des Bréhatins aussi présents depuis plusieurs générations qui sont soit résidents principaux, soit résidents secondaires. Et on trouve des néo-Bréhatins qui peuvent être dans ces deux catégories également. La plupart partagent une véritable passion pour l'île. Cette passion peut conduire certains à changer de statut. Ainsi, des enfants de résidents secondaires se sont installés définitivement pour y développer des activités. Certes, l'emballement des prix du foncier, le manque d'espace disponible sont une entrave à l'arrivée de nouveaux entrepreneurs. Cependant, il existe un véritable potentiel de développement dans plusieurs domaines, nous l'avons vu. Pour de nombreux amateurs d'îles, Bréhat est synonyme d'un tourisme parfois envahissant, caractérisé par la présence de nombreux résidents secondaires et puis d'excursionnistes qui viennent à la journée. On évoque même le terme de bréhatisation pour caractériser cela. En fait, on constate aujourd'hui que de nombreuses îles sont dans la même situation, mais l'exemple de Bréhat montre que l'on peut agir malgré tout. Néanmoins, le grand défi à relever dans les années à venir, ce sera d'imaginer pour ces îles des mécanismes de régulation des prix du foncier pour éviter que les îles deviennent des enclaves réservées à des résidents fortunés. On termine cette émission consacrée à Bréhat sur les images du Festival des Insulaires et on se retrouve en décembre pour un nouvel épisode de IDEIL Magazine. À bientôt! The city sky is setting off this flood. The sun is giving all the years for years. A weeping wind is screaming in my ear.